Oui, merci Madame Menawara, merci Madame Beltaïev. Je crois que le public qui est dans la salle a dû très bien lire les pattes de mouche à cette distance affichées sur l'écran. Je reviendrai assez peu cette année sur le contexte international et national, sauf pour évoquer les points que vous soulevez et qui ont une incidence directe sur les affaires communales. Juste une incise au passage, l'inflation très forte avait commencé bien avant le conflit en Ukraine. Fermons cette parenthèse. Bon, évidemment, nous le disons depuis le début du mandat, et cela fait écho au débat qui existait déjà lors du mandat précédent. L'action de l'État en direction des collectivités locales est insuffisante, voire inquiétante, alors que la situation économique est incertaine, quelles que soient les prévisions de croissance affichées, car la situation des PME est en réalité fragile et qu'elles n'ont pas retrouvé un équilibre suffisant après la crise sanitaire et que les incertitudes nées des prêts garantis par l'État de la crise sanitaire ne sont pas levées. La hausse de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation de solidarité urbaine sont notoirement insuffisantes. Cette hausse ne permettra pas aux communes dont la population est socialement la moins favorisée de faire face à la période. La stagnation des dotations de soutien à l'investissement local est dramatique. Quant au fonds vert, nouvellement créé, limité à 2 milliards d'euros pour toute la France, on se demande si c'est une mauvaise blague. Les dispositifs de soutien aux collectivités face à la hausse des prix, non seulement de l'énergie, mais tout le reste, sont particulièrement préoccupants. Je redis aujourd'hui ce que j'avais exprimé lors du précédent conseil municipal en novembre dernier. Nous faisons face, comme toutes les autres communes, à une grave incertitude quant au filet de sécurité de l'État, puisque si les crédits que la ville a perçus en avance en 2022 seront peut-être complétés cette année, on risque, comme beaucoup d'autres communes, d'avoir une mauvaise surprise au moment du compte administratif, parce que le gouvernement a fait adopter une loi de finances qui a renforcé des conditions restrictives, et il va falloir, pour pouvoir en bénéficier en réalité, une baisse d'épargne brute d'au moins 25% et avoir subi une augmentation des dépenses d'énergie de 60% par rapport à 2022. Il y a énormément de communes qui vont donc se retrouver l'année prochaine à l'automne, enfin cette année à l'automne en réalité, à devoir rembourser de l'argent à l'État, alors qu'elles seront déjà en difficulté à cause de la situation et aussi à cause de l'incertitude dans laquelle l'État les aura plongées, ce qui risque d'ailleurs de ralentir les investissements des collectivités locales et de créer des ennuis économiques au pays au passage. Or, ce qui m'étonne, vu ce que je viens de raconter, dans votre rapport d'orientation budgétaire, c'est qu'on y trouve en réalité, dans ce que vous nous avez transmis par écrit, rien, pas plus que dans le rapport d'orientation budgétaire de l'année dernière, pas plus que dans tous les débats que nous avons eus l'année dernière, rien qui fasse référence à un véritable plan d'économie d'énergie, plan que vous n'avez jamais présenté malgré nos demandes répétées, et j'espère qu'un jour vous penserez aussi à éteindre la lumière au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville. Les estimations pour les collectivités pour la hausse des coûts de l'énergie sont évaluées dans le pays entre 30 et 300% selon une étude de l'AMF, l'Association des maires de France. C'est peu précis, mais c'est la seule estimation qui existe. En augmentation mécanique, la ville a presque la chance de se trouver dans la fourchette basse de plus de 33% entre 2021 et 2022, sans doute parce que la piscine a été fermée. Cela ne devrait pas nous exonérer d'agir par un plan d'économie, parce que ce n'est pourtant pas une paille, cette hausse qu'on a subie. Et autant dire tout de suite que projeter une nouvelle augmentation de seulement 15% en 2023, alors que la piscine est de nouveau ouverte, et qu'on sait qu'une piscine consomme énormément d'énergie, j'ai quelques doutes. Je passe désormais en revue vos priorités. Alors, il y a le volet éducation, culture, vie sociale, etc. En fait, il y a tellement de priorités dans cette priorité que c'est plus une priorité. Donc, vous parlez de 10 nouvelles classes. Où, sur quelles écoles, dans quelles conditions? Car, au regard du tableau issu du CSTD, pour qui ne connaîtrait pas, c'est l'instance qui débat des ouvertures et des fermetures des classes au niveau départemental, donc entre l'inspection d'académie et les syndicats d'enseignants.
CSTD qui s'est tenu le 9 février dernier. On a 5 ouvertures de classe sur Prévert, sur Paul Vaillant-Couturier, sur Cachin et sur Victor Hugo 1. Une fermeture de classe, pas le même niveau sur Cachin aussi, prévue sur Beson, avec une possibilité peut-être d'ouverture supplémentaire sur Karl Marx. Or, ça fait plusieurs années que vous nous annoncez chaque année 10 classes, ça commence à faire beaucoup. Plan de réhabilitation, qu'est-ce qui a été fait jusque-là et combien cela a-t-il réellement coûté? Coubertin, comment est-ce possible de payer seulement maintenant la première tranche? Je n'étais pas élu lors du dernier mandat, c'est vraiment une question de béotien. Terrain multisport, qu'en est-il des discussions avec les riverains sur ce site du terrain de sport? Allons-nous enfin avoir le coût estimé? Équipe du service jeunesse, combien d'effectifs aujourd'hui? Combien d'agents budgétés? Quel type d'emploi et pour quelle mission? Puisque nous n'avons jamais eu de présentation précise, là non plus, de la politique jeunesse de la ville. Je note, mais cela ne m'étonne pas, que le théâtre Paul Éluard et la médiathèque ne sont pas des priorités de votre politique culturelle. En tout cas, ils ne sont pas cités dans le document qu'on nous a remis. Et pour cause, nous y reviendrons tout à l'heure. De la même manière, nous n'avons d'ailleurs jamais eu le début d'une idée de présentation d'une politique culturelle de la commune. Je note également que le CCAS ne fait pas partie des priorités de cette grande priorité. Effectivement, la solidarité sociale, ça ne mérite sans doute pas d'en faire partie. Volet sécurité et tranquillité publique. Caméras, combien installées jusque-là? Combien budgétées en 2023? Quel subventionnement du FIPD? Les recrutements, combien d'agents aujourd'hui? Combien budgétés? Quel type de poste? Chaque année, on est dans le flou et ça continue. Le CLSPDR, depuis combien de temps ne s'est-il pas réuni? Pourquoi ne s'est-il pas réuni? C'est la préfecture qui aurait dû vous mettre la pression, c'est une obligation pour les villes, et on ne peut pas prétendre aujourd'hui vouloir régler les problèmes de sécurité si on ne réunit pas le CLSPDR, qui est l'instance où l'ensemble des partenaires peuvent se mettre autour de la table pour trouver des solutions conjointes. Il est étonnant que la majorité municipale qui a fait de la sécurité sa priorité affichée et le sait si longtemps en jachère, cette instance, quand je dis si longtemps, c'est qu'elle n'a jamais été réunie depuis le début du mandat. Je m'étonne cependant, au-delà de votre conception de la politique de sécurité que vous avez affichée sur les murs de la ville, au point qu'on se demande si l'on était à Béziers ou à Beson, que je ne partage pas cette conception, que vous ne voyez la mise en œuvre de cette priorité que comme dans une fuite en avant, dans toujours plus de caméras. Je ne vois pas trop à ce rythme quelle salle pourra être assez grande pour accueillir tous les écrans liés à ces caméras, alors que ces caméras n'auraient eu aucun effet sur les drames récents et exceptionnels, disons-le, parce que la ville de Beson, c'est pas le Bronx que la commune a connu ces derniers mois. Fuite en avant aussi sur le nombre de policiers municipaux, c'est pas du tout le fait de mettre en cause leur travail, ils font ce qu'ils peuvent et ils le font bien, dont nous n'avons jamais eu les chiffres exacts, je le redis pour tout à l'heure, au regard de leurs compétences légales et quelle que soit la qualité de leur travail, ou la pression d'ailleurs assez insupportable que vous exercez sur eux au regard de ce qui nous remonte, ils ne pourront jamais remplacer ce dont nous avons absolument besoin, des policiers nationaux, un véritable commissariat. On nous a dit qu'on avait 3-4 membres de la police de sécurité du quotidien sur Beson. Franchement, c'est pas sérieux. 3-4 membres de la police de sécurité du quotidien sur Beson. Personnellement, je les ai jamais vus. Il est urgent de réclamer à nouveau et avec force et mobilisation civique la réinstallation d'un véritable commissariat sur la commune. Volet environnement. Végétalisation des espaces publics. Il serait nécessaire que vous nous présentiez enfin un plan, parce qu'aujourd'hui, c'est le contraire qui se passe. D'une manière générale, comme pour d'autres politiques municipales, vous n'avez d'ailleurs jamais présenté de plan stratégique précis sur ce sujet. Cours végétalisés dans les écoles. En avez-vous parlé aux équipes pédagogiques? Cela nécessite un véritable travail de concertation avec les enseignants, mais aussi les parents d'élèves et les enfants. L'ambition paraît légère, quid des cours non genrés par exemple?
Ça peut être très bien, hein. Moi je suis plutôt pour les cours végétalisés, mais de ce que j'ai entendu, et comme parent d'élèves, en l'occurrence, j'en ai jamais entendu parler. Le square Langlois, c'est de l'entretien, puisqu'il existe déjà, c'est pas de la transformation. De même que le square Vélaire, il est en cours de réalisation, donc je vois pas pourquoi on le met dans transformation, mais c'est un projet en rue initié dans le mandat précédent. Que devient le square annoncé entre la rue Maurice Berthaud et la rue de Villeneuve? Où sont passés dans ses priorités le square de la République et le parc Bettencourt? Sur la question des ressources humaines et du personnel municipal, il devient vraiment urgent que vous nous présentiez un bilan du recrutement et des postes vacants. Il est effectivement assez facile d'afficher une maîtrise relative des dépenses de personnel quand beaucoup de postes ne sont en réalité pas pourvus. Il ne faudrait pas que la politique de la chaise vide soit en fait une manière de gérer la masse salariale en faisant peser le poids de ces vacances de postes sur les agents présents et pour financer par ailleurs des choix contestables. Nous sommes inquiets par ailleurs d'attaques possibles sur le restaurant du personnel municipal. On a déjà vu comment a été instrumentalisée à plusieurs reprises l'expression du syndicat CFDT communal qui a publié récemment un tract pour proposer le remplacement du restaurant municipal des agents par des tickets restaurants. Ça sent à plein nez la commande politique. Et si on s'attaque au restaurant du personnel municipal, on voit bien derrière que c'est la cuisine centrale qui risque de faire l'objet de l'attaque suivante, alors qu'au contraire, il conviendrait d'investir pour résoudre les difficultés qu'elle connaît et dans un second temps pour améliorer le service qu'elle rend. Une cuisine centrale sera toujours préférable à une délégation de service public à tout point de vue. Sur le suivi de la qualité des services rendus, y a-t-il des audits en cours, un service d'évaluation? Quels services sont évalués? Je trouve au demeurant que la formulation est quelque peu trompeuse. Suivi de la qualité des services rendus. Moi, j'aurais aimé lire une véritable ambition, améliorer la qualité des services rendus, les services publics rendus aux habitants. Lors du prochain conseil municipal, nous serons particulièrement vigilants sur les dépenses d'investissement, bien regarder le réalisé sur ce qu'il a été prévu l'année dernière pour éviter des opérations de cavalerie financière, inscrire une année, ne pas faire, puis reporter indéfiniment pour afficher des dépenses d'investissement jamais réalisées et faire de la communication politique chaque année en disant on va faire, on va faire, on va faire. Je terminerai sur des éléments d'endettement de la ville. Sur l'évolution de la dette, tout d'abord, je suis surpris de ne trouver aucune réponse à une question simple. Des emprunts sont-ils prévus en 2023 ? L'illusion que vous voulez donner de la bonne gestion des finances municipales prend un tournant singulier si l'on s'attarde aux conditions de financement dont a fait l'objet la commune depuis le début du mandat de la nouvelle majorité. Si l'on prend l'ensemble des emprunts souscrits depuis le début de la mandature, vous en avez donné la liste dans le ROB, les taux dont vous avez bénéficié n'ont jamais été aussi bas depuis 2003. La commune a emprunté le 4 octobre 2022 2,8 millions d'euros à 0%. Dans la période, c'est une faveur exceptionnelle. Les taux les plus avantageux intervenus depuis 2003 datent de 2019 et sont plus onéreux de 25 points de base, soit un quart de coût complémentaire. Pour rappel, les taux à méthode d'amortissement traditionnel, dit constant en 2016, s'échangeaient pour un taux de 5,15% sur 17 ans. C'est sans commune mesure avec les taux habituels. Les montants empruntés sont très importants, 4,8 millions et 3,8 millions en 2021, même s'il n'y aurait pas de raison de s'en priver au regard des conditions de taux extrêmement favorables. Sauf en 2013 et en 2016, jamais la commune n'a emprunté autant sur une année que sur l'année 2021. Et elle a pu le faire, je le rappelle, à des taux terriblement favorables que n'ont jamais connus vos prédécesseurs. Par conséquent, votre engagement de maîtrise rigoureuse des dépenses est quelque peu aisé quand nous voyons les conditions de financement. Précisons que les charges financières, c'est le compte 66, sont en diminution de 10% par rapport à l'année précédente à 733 847 €, en diminution de 30% par rapport à 2018. Pour résumer, et en discours direct, on pourrait dire la commune remboursait un peu plus d'1 million d'euros de capital et d'intérêt en 2018 pour le désendettement de la ville, ce qui, je vous concède, est un effort qui ne sert pas directement sur le service à la population.
Nous nous honorerions, vu les conditions financières que vous avez, à provisionner autant pour désendetter notre commune. Vous avez 4 millions de recettes en plus par rapport en 2022 par rapport à 2021, 5 millions de plus qu'en 2018. Vous prévoyez 55 millions de recettes en 2023, soit 500 000 € de plus qu'en 2022. Effectivement, dans ces conditions, il y aurait de quoi commencer dès maintenant à désendetter la ville, reconstituer nos capacités d'emprunt, reconstituer les marges de manœuvre pour financer le service à la population et préparer l'avenir. Vous faites le dos rond en réduisant le financement du désendettement. Vous laissez s'accumuler les dettes que vous contractez. Nous saurons nous en rappeler. Je note qu'au taux auquel nous empruntons, puisque ça nous concerne tous, c'est précisément le moment de nous endetter pour diminuer l'encours de la dette communale. Mais vous faites tout à l'envers. Concernant les ratios de la collectivité, je note que ceux que vous avez annoncés en page 22 ne sont pas renseignés dans le document, alors même qu'ils éclaireraient utilement le débat municipal en permettant de rapporter les indicateurs aux communes de la même strate. Peut-être que la comparaison ne serait pas flatteuse. De la même manière, le surcroît de recettes de plus de 7% en un an et de plus de 3,7 millions d'euros par rapport au niveau de l'ancienne majorité gonfle artificiellement les bons résultats financiers de la commune. Vous avez presque 10% de recettes en plus que ce qui pouvait être obtenu sous la mandature de M. Lespard quand il était maire. À partir de ce moment-là, aucun discours que vous pourriez tenir sur les difficultés financières de la commune n'est recevable. Au contraire, on doit se féliciter des augmentations de recettes de la commune et les dépenser utilement, mais nous avons vu que nous ne partagions pas la construction de vos priorités budgétaires. Et encore une fois, l'argument de la bonne gestion par votre majorité tombe. Comment expliquer un réalisé de subvention d'investissement de 88 000 € à la louche en 2021, un effondrement total par rapport à 2002, année, il est vrai, exceptionnelle à plus de 600 000 €, qui découlait des projets municipaux de la précédente majorité. Les subventions de 2018-2019 étaient plus classiquement autour de 220 000 €, donc en 2021, vous avez fait 3 fois moins, alors que le plan de relance était déjà engagé. N'avez-vous rien obtenu? C'est quand même étrange. Puis, de 2021 à 2022, vous prétendez en prévisionnel faire 2,3 millions d'euros de gains de subvention, soit plus de 2632% d'augmentation, ou alors, selon une autre ligne, c'est plus de 2632% d'augmentation, c'est 2524% d'augmentation, donc on ne sait pas quel est le bon chiffre. On se croirait dans Alice au Pays des Merveilles. Ce qui interroge d'autant plus que vous ne vous engagez pas sur un chiffre de subvention attendu en 2023. Tout ça semble particulièrement acrobatique. Alors vous nous direz, nous n'en sommes qu'au rapport d'orientation budgétaire et pas au budget. Vous nous direz que nous aurons des réponses précises lors du vote du budget. Mais bon, vu qu'on passe des décisions modificatives budgétaires en février alors que c'est interdit et que votre seule explication, c'est que vous avez reçu un rapport à l'ordre de la DGFiP, on peut quand même douter de la sincérité, de la crédibilité de ce qui est présenté ce soir et nous le sera demain.